Alors, qui est développeur ici? Est-ce que vous êtes jeune développeur? Donc il y a pas mal de jeunes développeurs. Tant pis pour les expérimenter, puisque en fait le but c'est de vous amener justement à vous présenter tous les petits pièges qui peuvent se transformer en failles de sécurité au final. Généralement à la dure, c'est-à-dire qu'on se le prend dans la tronche quand personne ne nous l'a présenté. Donc ça c'est pour Rudy, hein. Je lui laisse le temps de lire. C'est l'abstract. Je t'en prie. En 92, donc vous voyez, ça remonte. Hein. Je sais pas si vous étiez né ou pas, moi oui. J'ai entré en première année de DUT. Et un mec dans un magazine balançait qu'un langage de programmation est censé être une façon conventionnelle de donner des ordres à un ordinateur. Il n'est pas censé être obscur, bizarre et plein de pièges subtils. Ça, ce sont les attributs de la magie. LOL. On va donc commencer par les nombres, puisque c'est vraiment l'un des types les plus basiques, et plus particulièrement les entiers. Alors, personne n'a de problème avec les termes de bits. Voilà, donc 8 bits, 256 valeurs, 64 bits, 18 milliards de valeurs. Sachant que on est habitué aujourd'hui à avoir du 8, 16, 32, 64, donc des multiples de 8. Mais c'est pas toujours vrai. Donc déjà historiquement, vous allez trouver plein de variantes, et même dans les formats de fichiers que vous pouvez manipuler aujourd'hui, vous avez aussi des variantes qui sont complètement des fois délirantes. Et on a aussi des entiers non bornés. Donc les entiers non bornés, hop, on va aller. Alors moi je suis, j'aime bien tout un tas de langages, et j'aime aussi Haskell. Je sais pas si vous connaissez. C'est un langage fonctionnel, mais pour le coup ça change pas grand-chose. Alors les entiers non bornés, c'est des entiers qui vont nous permettre par exemple de faire des factoriels assez délirantes. Hein. Et donc qui vont continuer en plus de conserver leur précision, quels que soient les calculs que vous allez faire dessus. Donc contrairement aux entiers bornés. Voilà, donc ça c'était pour Haskell. Les entiers bornés et non bornés, on va les retrouver un peu partout. Vous allez les retrouver dans Python, dans Haskell, dans Maple, dans Mathematica, grâce à une bibliothèque qui s'appelle GNUMP. Vous allez aussi les retrouver, mais c'est plus la même bibliothèque, dans JavaScript. Bon, les avantages, c'est qu'il y a peu de limites. Par contre, les inconvénients, c'est que ça occupe beaucoup plus de mémoire. C'est plus lent. Et justement, cette gestion mémoire va être délicate, puisque généralement, le langage va pas vous permettre de dire, bah voilà, je m'arrête à telle limite. Donc ça veut dire que potentiellement, si votre calcul déconne, vous pouvez faire une fuite de mémoire. Vous pouvez planter carrément votre programme. Vous avez aussi le complément à 2. Le complément à 2, c'est ce qui vous permet de faire des nombres négatifs. Donc c'est une technique qu'on va retrouver un peu partout, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, quand on est non signé, on va de 0 à une valeur top, et quand c'est signé, on va de moins à plus, donc moins 128, 127, moins 32 768 à 32 767, etc. En gros, l'avantage, pourquoi ça a été inventé, c'est parce que au niveau physique, dans vos processeurs, que vous fassiez une addition sur un complément à 2 ou une addition sur un nombre non signé, ça revient au même. Et alors c'est là que ça commence à devenir un petit peu pénible, puisque en fait, dans chaque langage, vous allez avoir des grosses variantes. Alors celui qui en a le plus, c'est le C, puisqu'il a été prévu pour s'adapter pour faire des systèmes d'exploitation, donc pour s'adapter à un maximum d'architecture. C'est l'un des rares qui supporte encore les types non signés. Et sinon après, donc vous allez vous retrouver avec du PHP sur 32 ou 64 bits, ça dépend sur quelle plateforme vous vous trouvez. Pareil pour Python 2, sachant que Python 3 n'a pas vraiment d'entier borné. Haskell fait les deux, et JavaScript, vous vous retrouvez sur du 54 bits. Puisqu'en fait, JavaScript ne sait pas faire des entiers.
puisqu'en fait il ne sait faire que des nombres à virgule flottante. Ce qui fait que tant que vous restez entre moins 2 puissance 53 et 2 puissance 53, il n'y a pas de souci. Dès que vous voulez sortir, vous avez un petit problème. Donc là, hop, on va aller sur du JavaScript. Donc si on fait une boucle de 2 puissance 53 à 2 puissance 53 plus 2, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il plante pas. Puisqu'en fait, et en plus c'est ça qui est magnifique, donc vous pourrez vous amuser à le faire dans un navigateur. Là je suis en train de faire du CTRL-C à fond, en fait non ça va pas marcher. Va falloir que je dégage carrément l'interpréteur JavaScript. En fait donc c'est une boucle infinie, tout simplement parce que à partir de 2 puissance 53, JavaScript perd en précision. Donc en fait, au lieu de compter de 1 en 1, il compte de 2 en 2. Donc quand vous faites 2 puissance 53 plus 1, ça fait 2 puissance 53. Donc il peut le faire un certain nombre de fois, ça ne bougera pas. Vous avez un opérateur qui est assez connu, la division. Normalement vous en avez tous fait. Quand vous êtes sur des entiers, donc c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Et là aussi, pareil, ça dépend des langages. Donc vous avez des langages qui vont, comme le C, vous retournez toujours des entiers. Comme le PHP, ça dépend. C'est-à-dire que si vous travaillez sur des entiers, il peut vous retourner un entier ou un flottant. Python 2 va vous retourner toujours un entier. Python 3, en fait, ils ont changé, c'est que le slash, maintenant, c'est une division sur des flottants. Donc il vous retournera toujours un flottant. Pour faire une division sur les entiers, c'est un double slash. Haskell, entier sur entier en division euclidienne, non, ça il y a une erreur en fait. Oui, Haskell pareil, c'est le slash, c'est pour les flottants. Donc forcément, comme il est super typé, il va vous embêter. Et pour PHP, donc PHP, il y en a qui ont déjà fait du PHP ici? Oui. $= égale 10, jusque là pas de problème. Quand on lui demande le type de $A, son obtient. Youpi. Donc quand on lui fait $A sur 5, non, un entier. Et quand on fait $A sur 3, effectivement, là c'est un double. C'est un flottant. Donc ça veut dire que quand vous manipulez des nombres en PHP, si vous faites pas gaffe aux calculs que vous faites, vous pouvez vous retrouver finalement avec des flottants, avec des points qui vont traîner à droite à gauche, puis avec d'autres types de valeurs un peu plus vicieuses. Voilà. On a le cas, bien sûr, de la division par 0. Alors là, encore une fois, en fonction du langage, c'est le bordel. Le C va vous dégager, une bonne exception, donc. PHP, quand c'est inférieur à 8, il va juste vous mettre un warning et va vous retenir une valeur infinie. Quand c'est supérieur, PHP supérieur à 8, là, il vous pète un message d'erreur. Python 2, pareil, 3, pareil, Haskell, pareil, et JavaScript, comme de toute façon il travaille sur des flottants, il vous retourne l'infini. Et alors, la petite particularité des entiers, c'est qu'ils travaillent en fait comme des anneaux. Alors, je sais pas si vous avez fait un peu de mathématiques, si vous avez vu ce que ce sont des anneaux. Oui, non. Voilà. Bon, en gros, enfin, le principe est très simple, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un entier 8 bits, donc qui va de 0 à 255, si vous faites plus 1, il revient au début. Si vous faites moins 1, si vous faites 0 moins 1, il revient à la fin. Et c'est pareil pour les entiers signés. Si vous faites 127 plus 1, il va faire 128. Moins 128, pardon. Ce qui fait qu'en fait,
quand vous allez faire des formules mathématiques dans beaucoup de langages, en fait, le fait de prendre un nombre et de lui ajouter quelque chose de positif, ça va pas vous donner un nombre plus grand. Puisque 255, vous lui ajoutez 1, en théorie, vous devez obtenir un résultat supérieur à 255. Sauf que non. Comme là, vous n'êtes pas vraiment dans le domaine des mathématiques, vous êtes dans le domaine de l'informatique, c'est pas exactement des nombres entiers purs que vous manipulez. Donc ça, faut, pareil, faire gaffe. Puisque, donc, on a ce genre de boucle. Hop. Donc, en C. Hop. Donc, short I, qui a fait du C? Non. Donc short I, c'est un entier sur 16 bits. Donc ça veut dire qu'il va de moins 32 768 à 32 767. Ça reste valide pour les int, pour les autres nombres, mais c'est plus facile de faire les petites démonstrations comme ça. Donc on va partir de 0. On va tourner tant que c'est inférieur à 32 700. Et on incrémente de 256 à chaque fois. Et on affiche I. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça fait? Ça tourne en boucle. Voilà, donc là le programme va s'arrêter au bout de 10 secondes puisque il va se faire dégager. Mais effectivement, quand vous faites plus de 256 à chaque fois, à un moment donné, vous arrivez à 32 512. Si vous faites plus de 256, en théorie, il devrait avoir 32 768. Et comme 32 768, ça n'existe pas, il revient à 32 768. À moins 32 768, etc. Jusqu'à revenir à 0 après. Voilà. Ça, c'est pareil, là, ça a l'air simple quand on vous présente comme ça. Mais quand vous êtes dans des cas où vous maîtrisez pas complètement les incréments et les valeurs finales, c'est des cas sur lesquels vous pouvez vous faire avoir. Alors, là c'est facile, pareil, hein, on est sur des entiers 16 bits, donc l'ordinateur il les balaye très 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 vite. Quand vous êtes sur des entiers 32 bits, voire 64 bits, il va les balayer beaucoup moins vite, ce qui fait que là le bug, vous mettrez beaucoup plus de temps à le trouver. Et bien souvent c'est en production que vous l'aurez, celui-là. Petite subtilité encore. Selon vous, positif ou négatif? Alors, pour explication, donc include limit. En fait, ça vous donne des constantes qui donnent toutes les limites des types de données qui sont manipulées par le langage. Donc, par exemple, la limite de char, ça va être 127. Voilà. Et la limite inférieure, c'est moins 128. Donc là, si vous vous amusez à demander la valeur absolue de la limite inférieure, d'un type entier, en C par exemple, il va vous retourner négatif, alors que c'est une valeur absolue. Voilà. Encore une fois, c'est le genre de choses qui, vous allez le découvrir une fois que vous serez en production, parce que ça va péter à un moment donné, et vous passerez même du temps à rechercher pourquoi ça a pété à ce moment-là, parce que la plupart du temps, ça marche. Ça marche hein, sur mon ordinateur, on l'a tous connu. Et donc, ce qui nous amène aux subtilités, encore une fois, des langages, c'est que, en fait, quand vous dépassez, ça dépend complètement du langage. En C, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir le fonctionnement. En PHP, les entiers deviennent des flottants. C'est-à-dire que dès qu'ils dépassent la valeur maximum d'un entier, boum, il passe sur des flottants. Python 2, lui, quand vous dépassez un entier, il va transformer ça en entier long, donc en entier non borné. Python 3, de toute façon, il travaille déjà avec des entiers non bornés. Haskell, c'est comme le C. Et JavaScript, vous avez une perte de précision, et puis après, vous allez plafonner à l'infini. Donc vraiment, quand vous êtes en fait sur un langage, le message que je veux passer, c'est apprenez bien les spécificités des types de données de votre langage, parce que ça peut vraiment vous sauver la mise. Et alors surtout,
c'est pas parce que vous allez manipuler des données qui ont des chiffres que ça en fait un nombre. Donc si vous avez un numéro de sécurité sociale, un numéro de carte bleue, un code secret de carte bleue, etc., tout ça, ce sont pas des nombres. Ce sont des types de données, à la rigueur des chaînes de caractères si vous voulez, mais c'est pas des nombres. Pourquoi ? Parce que ce sont des éléments sur lesquels une addition, une soustraction, une multiplication ou une division n'a aucune signification. Quoi. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, lisez les SPEC, testez les cas aux limites. Hein, c'est pour ça que justement les bibliothèques limits.h et compagnie, ça existe. Utilisez les types adéquats. Donc en JavaScript, vous avez BigInt, donc qui vous permet de faire des entiers de très très grande taille. Python 2, voilà, etc. Typez fortement, encapsulé, évitez de conserver des nombres qui n'ont rien à voir avec d'autres nombres, créez des types de données, et vous reposez pas sur des hypothèses, hein. Effectivement, entre les mathématiques qu'on a vues à l'école et les mathématiques qu'on peut faire en informatique, il y a toujours un petit delta. On va passer un petit peu au niveau supérieur, les nombres à virgule flottante. Alors ça c'est chouette parce que c'est normé, donc en théorie tous les langages ont les mêmes. Et puis c'est une norme qui date de 85, hein, qui a évolué même jusqu'en 2019. Donc encore une fois, les entiers les nombres que vous allez faire avec les flottants, ce sont pas des nombres rationnels. C'est pas les nombres rationnels, c'est pas l'ensemble de R des mathématiques. Alors, selon vous, pourquoi 0.1 plus 0.2 n'est pas égal à 0.3. Donc ça, je vais vous montrer juste, hop, JavaScript. Donc 0.1 plus 0.2, ça nous fait 0.304. Donc effectivement, c'est bien différent de 0.3. En fait, quand vous rentrez 0.1, 0.2, 0.3, vous allez faire 4 arrondis qui vont faire que, au final, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats. En gros, quand vous écrivez 0.1 en base 10, si vous le mettez en base 2, ça fait 0.0, 0011, 0011, 0011, etc. C'est un peu comme 1 sur 3 qui fait 0,3. 0,2, c'est la même chose. 0,3, c'est la même chose. Donc en tout, vous avez 3 conversions plus une addition. Et donc là, pour la petite subtilité, voilà comment ça se traduit en fait physiquement dans votre processeur. Donc tous les nombres flottants classiques, donc sur 64 bits, vous avez le premier qui est le bit de signe, ensuite l'exposant pour les 11 bits, et après la mantis, donc qui va contenir le nombre lui-même. Et donc tout se joue en fait sur l'arrondi qui se passe à la fin pour 0.1, 0.2 et 0.1 plus 0.2. Ça tient à pas grand-chose. Et les vraies valeurs de 0.1 à 0.9 sont celles-ci. Donc vous voyez que vous avez quand même pas mal de chiffres qui sont en fait quand vous faites quand vous affichez les nombres ou que vous essayez de faire des calculs, généralement votre compilateur va avoir tendance à arrondir tout ça. Mais ce sont vraiment ces chiffres-là qui sont stockés dans votre ordinateur quand vous faites des calculs. Évidemment, 1 sur 2, ça peut être écrit très très facilement en base 2, c'est pas un problème. Donc on peut même s'amuser, Python 3. Donc si vous prenez 0.99, voilà, la valeur réelle c'est ce truc-là. En fait, quasiment tous les nombres que vous pourrez écrire sur des flottants n'ont pas de valeur exacte. Donc vous travaillez toujours sur des arrondis. On peut essayer, mis à part si ça se termine par un 5, il y a des chances que ça puisse être traduit, mais sinon non, le 0.123, chaque fois vous avez une ribambelle de chiffres derrière qui vient s'ajouter. Et ces erreurs, bien sûr, elles vont s'accumuler. C'est-à-dire que si vous faites une boucle donc de 100 sans addition de 0.3, vous voyez que au fur et à mesure que vous augmentez le nombre
d'itération, bah, votre erreur elle devient de plus en plus grande. C'est pas comme dans les maths que vous avez eu à l'école. L'association n'est pas associative. L'addition n'est pas associative. Donc 0.1 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.2 n'est pas égal à 0.1 plus 0.2 plus 0.1 plus 0.2. C'est valable aussi pour la multiplication. Donc quand vous allez quand vous allez prendre des formules pour pouvoir écrire pour pouvoir faire des calculs, toujours vous devrez prendre en compte que l'ordre dans lequel vous allez faire le calcul, ou vous allez obliger en fait le compilateur à faire le calcul, va importer sur le résultat final. C'est pareil, x fois 1 sur x, c'est pas toujours égal à 1. Voilà, vous avez tous les nombres pour lesquels c'est de 0 à 1000 pour lesquels c'est pas égal. La division par 0, alors normalement la division par 0, l'I3E 754 la définit, c'est-à-dire que quand vous divisez un flottant par 0, vous obtenez l'infini. Ça, c'est vraiment le standard tel qu'il est défini. En PHP, avant la version 8, il vous retourne bien l'infini, mais il vous met un petit warning. En PHP, à partir de 8, là, il vous plante. Python, pareil, il vous plante. Haskell et JavaScript, tout comme le C, suivent la norme I3E. Et donc, un flottant sur 0, vous retourne toujours l'infini. Vous avez aussi le cas des NaN, donc des nombres qui sont pas des nombres. C'est-à-dire que quand vous faites l'infini moins l'infini, ça vous retourne NaN, tout simplement. Puisque... non, c'est pas ça. Hop. Donc, infinity moins infinity, vous voyez qu'il est, hop, c'est pas un nombre. C'est-à-dire que mathématiquement, ça ne peut pas se définir, donc la norme I3E considère que ça n'existe pas. Alors ça c'est pareil, ça existe pour l'infini fois 0, 0 sur l'infini, 0 sur 0, l'infini divisé par 0. En gros, tout calcul que vous allez faire avec NaN va vous donner NaN. Voilà. Ça c'est petite subtilité à savoir justement quand vous manipulez des chiffres en JavaScript notamment. Et puis vous avez le mélange des genres. Si vous faites un flottant fois une chaîne de caractères, en PHP avant la version 8 il vous retourne 0, après la version 8 il vous donne une exception, Python pareil il n'aime pas, Haskell n'aime pas non plus, le C n'aime pas, et JavaScript vous retourne NaN. Voilà, encore une fois, rapprochez-vous de vos langages, parce que chacun a tendance à gérer, alors que c'est une norme, I3E 754, chacun a tendance à gérer ça à sa sauce. Et petite subtilité, 1.0 fois la chaîne 1.0 en PHP est toujours valide. C'est pareil pour la division. Donc là, en fait, 1.0 sur foo, PHP inférieur à 8 vous retourne infini avec un warning. En gros, il essaie de transformer ça en nombre à virgule. Et les autres n'aiment pas beaucoup, sauf JavaScript. Et toujours 1.0 sur la chaîne 1.0, c'est toujours valide en PHP. Et alors, petite subtilité aussi, c'est qu'il y a deux zéros. Dans les nombres à virgule flottante, il y a le moins 0 et le plus 0. Alors ça va surtout vous permettre de faire des calculs qui vont vous retourner moins l'infini ou plus l'infini. Donc quand vous faites 1 sur moins 0, ça vous retourne moins l'infini, ou 1 sur 0, ça vous retourne l'infini. Sachant que même si le signe est contenu, les programmes vont bien considérer que les deux sont complètement égaux. Et, truc amusant, quand vous faites moins 0 plus moins 0, ça vous fait moins 0. Mais dès que vous avez un 0 positif, vous pouvez rajouter tous les 0 négatifs que vous voulez, ça vous fait toujours un 0 positif. Truc un petit peu bizarroïde. Et après, la norme I3E 754 définit plein d'arrondis, mais généralement on a toujours tendance à utiliser les mêmes. Donc apprenez à connaître les flottants, testez les chaos limites,
Utilisez les types adéquats, hein, et typez encore une fois, typez, etc. Et si vous êtes intéressé, il y a encore plus d'infos sur les bizarreries à propos des nombres et les erreurs de calcul des ordinateurs. Les dates. Qui a déjà manipulé des dates? Ouais. Qui a déjà souffert avec les dates? C'est normal. Alors, naïvement, on a tendance à partir avec les dates en considérant qu'une année, la Terre met 365 jours de 24 heures à tourner autour du Soleil, que la Lune met 27,3 jours à tourner autour de la Terre. Bon. Sauf que, en fait, le Soleil met plus précisément, enfin la Terre met plus précisément 365,25 et quelques jours de 24 heures à tourner autour du Soleil. Une révolution lunaire, pareil, c'est 27,32, etc. Et, petite bizarrerie, une journée, au fur et à mesure de l'année, ça évolue. C'est-à-dire que, physiquement, une journée va durer de 23h59 minutes 39 secondes à 24h et 30 secondes. Et ça varie tout au long de l'année. Mais, non, en fait, on a oublié de vous dire, c'est que, on ne regarde pas, en fait, le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil, mais on regarde, en fait, le temps que met le Soleil à apparaître au même endroit dans le ciel. Ce qu'on appelle l'année tropique. Et c'est celle-là sur laquelle le calendrier est basé. Et donc l'année tropique, elle est un petit peu plus courte que l'année sidérale. Et donc je pense que vous avez vu d'où venaient un petit peu les années bissextiles. Pareil, en fait, pour la Lune, c'est la période synodique. Donc c'est le même principe, hein, qui durait 29 jours. Et encore une subtilité, c'est que le jour solaire augmente de 2 millisecondes par siècle. Et c'est comme si ça suffisait pas, l'année tropique, elle diminue de 0,5 secondes par siècle. Donc rassurez-vous, dans quelques millions d'années, il n'y aura plus d'années bissextiles. Hop. Et l'horloge atomique dans tout ça, c'est quand même super puissant. Donc en fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, la recherche mondiale s'est dit, bah tiens, on a les horloges atomiques, c'est super précis, on va synchroniser le temps universel solaire avec l'horloge atomique. Et donc ils ont fait ça en 58. Et en 72, ils sont aperçus déjà qu'il y avait 10 secondes de décalage. Parce qu'en fait, l'horloge atomique, elle, est bien précise, il n'y a pas de problème, mais c'est le temps universel solaire qui a tendance à varier. Et alors, le problème, c'est que c'est pas prévisible. On ne peut pas le prévoir. Donc, depuis 1972, il y a ce qu'on appelle la seconde intercalaire, qui permet de rattraper ce décalage. Et donc, le 30 juin ou le 31 décembre, on va soit ajouter une seconde, soit en retrancher une, soit ne rien faire du tout. Et encore une fois, c'est pas du tout prévisible. Et donc, vous allez avoir des heures qui peuvent être de 23h59 minutes et 60 secondes, mais qui ne sont pas vraiment la même seconde que 24 heures, etc. Et comme si c'était pas, comme si ça suffisait pas, ils sont en train de penser à la dégommer, cette seconde-là. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de se casser la tête dans pas mal de programmes à la gérer, pour au final, finalement, faire en sorte qu'elle soit plus là. Alors il va falloir vous habituer, puisque en fait, depuis quelques milliers d'années, il y a personne qui a réussi à faire un calendrier qui soit propre, qui ait pas de bug. Déjà Jules César donc avait fait son calendrier julien. Ils se sont un peu plantés avec les années bissextiles, ce qui fait que le pape Grégoire au XVIe siècle a dû faire un rattrapage et créer le calendrier grégorien. C'est pour ça que les années bissextiles, c'est tous les 4 ans, sauf quand vous tombez sur un siècle, etc. Ça a amené aussi à la suppression de 11 jours. D'ailleurs, c'est pour ça que quand les Russes fêtent la révolution d'octobre, ils ne la fêtent pas en octobre, ils la fêtent en novembre. Parce que les Russes sont passés au calendrier grégorien en 1918.
Donc je sais pas si vous voyez un petit peu. Donc vous avez 16e siècle, 20e siècle, et au fur et à mesure, chacun est passé du calendrier julien au calendrier grégorien à sa sauce. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Pareil, le calendrier julien et grégorien à la base n'avait pas d'an zéro. Donc ce qui fait que le 21e siècle commence en 2001 et pas en 2000. Oui, vous avez également aussi la naissance de Jésus, qui est estimée entre -7 et -5 avant lui-même. Bon, après, vous avez entendu parler peut-être du bug de l'an 2000, hein, que dès 1958, ils étaient déjà au courant, hein, que ça allait merder à un moment donné. Il y a aussi le bug de l'an 2038 qui va arriver, sachant que c'est pas parce que vous avez passé votre système d'exploitation en 64 bits que vous êtes à l'abri, puisque il y a des formats de fichiers qui, comme le fichier zip, reposent sur de l'horloge à 32 bits. Le système de fichiers FAT aussi, par exemple. Etc., etc. On peut rajouter à ça aussi les fuseaux horaires. Donc vous avez une jolie petite map monde qui vous montre à quel point c'est bien le bordel en fait sur les fuseaux horaires. Et toutes les petites zones hachurées, ça c'est juste pour dire que le fuseau horaire il n'est pas toujours de 1 heure, de décalage de 1 heure. Vous pouvez avoir du 30 minutes ou du 45 minutes de décalage en plus. Donc vous avez l'Iran qui est à plus 3h30, l'Inde qui est à plus 5h30, les îles Chatham à plus 12h45. YOLO. Puis vous rajoutez aussi l'heure d'été. Alors nous on a la chance en France, c'est que on est, vous voyez, sur la bande jaune, on aurait pu être en fait à UTC 0. Mais ce qui fait que donc on a un décalage d'1 heure avec UTC 0, sachant que l'heure d'été est aussi un décalage d'1 heure, ce qui fait que forcément à un moment donné vous ferez votre programme va tourner super pendant 6 mois, et puis 6 mois après, ah mince, il marche plus, il a 1 heure de décalage. Voilà. On est trop près de l'heure UTC pour pas se faire avoir. Ensuite, vous avez les langages qui, pareil, ont leur précision à eux. Alors quand vous êtes sur un système FAT, vous avez une précision seulement de 2 secondes. Java 8 va jusqu'à la nanoseconde. Python jusqu'à la microseconde, sachant que le NTFS va jusqu'à 0,1 microseconde. Donc ça, c'est intéressant, c'est que si vous cherchez à manipuler du NTFS en Python, forcément, vous aurez une perte de précision, sauf si vous réimplémentez votre propre type de données. Et JavaScript, vous avez 2 niveaux de précision. Donc l'API de date classique va vous donner une précision de l'ordre de la milliseconde, et l'API performance va vous donner une précision de 5 microsecondes. Oui, mais... Alors, en fait, vous avez entendu parler de Meltdown et Spectre? Oui, non. Alors, ce sont des failles de sécurité qui ont été découvertes principalement sur les processeurs Intel, mais qui existaient aussi sur les processeurs AMD et sur d'autres, qui fait que, en regardant comment le processeur réagissait à certaines opérations, on pouvait deviner quelles étaient les valeurs qui se trouvaient à certaines zones mémoire, même si on n'y avait pas accès. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle des attaques par timing. Ça veut dire que si, par exemple, le processeur va mettre tant de microsecondes à lire une donnée, et pas tant d'autres microsecondes, vous savez que vous êtes plutôt sur un chiffre 1 ou un chiffre 2. Voilà. Donc c'est pas super rapide pour pouvoir lire de la mémoire, par contre ça vous permet de lire des zones système très, très sensibles. Vous avez aussi, donc dans les navigateurs, vous avez de l'atténuation. Ce qui fait qu'en fait, quand vous travaillez avec l'API de date ou l'API de performance, sciemment, le navigateur ne va pas vous retourner les vraies valeurs. C'est-à-dire qu'il va rajouter un petit truc aléatoire, quoi. Voilà, pour vous empêcher effectivement de pouvoir essayer de faire des attaques de ce type-là. Vous avez aussi de l'atténuation de prise d'empreinte, puisque finalement, en regardant un petit peu comment l'ordinateur réagit, vous pouvez arriver finalement à l'identifier par rapport à d'autres machines, puisque vous avez des logiciels qui vont venir impacter les temps de réponse. Vous avez aussi l'instabilité de l'horloge de votre système, qui est basée sur un quartz, donc qui va varier, en fait, qui va battre plus ou moins rapidement en fonction de la température.
Vous avez la coordination avec les serveurs NPP, et vous avez aussi la question, qu'est-ce que doit faire votre système quand vous suspendez votre VM? Est-ce que le temps doit s'arrêter dans la VM, ou est-ce qu'il continue, et du coup vous avez le passage dans la VM des programmes qui vont voir qu'on passe de, par exemple, 10 heures à 23 heures. Il y a des programmes qui n'aiment pas ça du tout. Et donc c'est pas tout de stocker des dates. Généralement vous allez chercher à faire des calculs avec. Donc vous avez des calculs simples, comme le mois ou la semaine suivante. Alors simple entre guillemets. Vous avez le jour de la semaine, la date entre deux dates. Vous avez des calculs qui sont beaucoup moins simples, comme les dates religieuses. Et vous avez des notions locales qui fait que, en fait, quand vous avez le numéro de semaine c'est pas le même partout dans le monde. Il commence pas toujours à la même date. Le premier jour de la semaine, c'est pareil. En France, c'est le lundi. Aux États-Unis, c'est le dimanche. Et puis après, le calcul des jours vrais. Et alors, si je vous pose la question, c'est quoi un mois? En fait, si on la pose avec PHP, il va vous ressortir des nombres entre 28 et 31. Si vous demandez à Google, il va vous dire 30,4167. Si vous demandez sur le site convertlive.com, il va vous retourner 30,4375. Voilà. Et donc ça dépend aussi de comment on pose la question. Hop. Donc si par exemple en PHP, hop. Donc par exemple, on va prendre un mois et on va dire que c'est une date, enfin c'est un intervalle qui fait un mois. Jusque là. Alors, on va se créer une petite date. On va placer au 30 mars 2022. Si je lui demande d'afficher ma petite date à laquelle je retire le mois, et je vais lui demander d'afficher au format année, mois, jour. Selon vous, qu'est-ce qu'il me retourne? Ouais. Hein, tu vois, je lui donne le 30 mars et je lui retire un mois. Y a pas des pros de PHP là? Etienne, non? J'ai pas de souvenir. Voilà. 2 mars 2022. Et alors, si, attends, hop, juste, si on fait pour le 30 mars 2024, qu'est-ce qui nous retourne? Oui, sinon je l'aurais pas fait, évidemment, c'est sûr. Le 1er mars 2024. En gros, là, sur le premier, il a fait moins 28, donc le nombre de jours du mois de février. Et là, sur le deuxième, comme on est en 2024, année bissextile, il fait moins 29. Donc ça peut surprendre. Parce que si on fait des choses comme, hop, le 10 mars 2024, qu'on lui retire, il tombe bien sur le 10 février 2024. Voilà. C'est bien le souci, c'est que justement, c'est vraiment des types complexes et qu'il faut les dates va vraiment falloir quand vous allez vous en prendre les tester. Rassurez-vous, de toute façon, vous allez vous planter comme tout le monde parce que c'est assez imbitable au bout d'un moment. Donc effectivement, on retrouve bien ces chiffres-là. Mais vous avez aussi des calculs encore plus à la con. Pâques
Donc depuis avant le concile de Nicée, en 325, c'était chacun faisait ce qu'il veut. Hein. Chacun prenait la date de Pâques qui lui plaisait. Et depuis le concile de Nicée, donc Pâques, c'est le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune, qui atteint cet âge le 21 mars, ou immédiatement après. Alors, si ça vous intéresse, vous avez une page Wikipédia qui est consacrée au calcul de cette date-là. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui se sont amusés à essayer de trouver des algorithmes, alors qu'ils n'avaient pas encore d'ordinateur. Hein. Heureusement arrive l'ISO 8601 dans sa version de 2004, donc qui est une chaîne de caractères, comme toute chaîne de caractères, comme on va le voir après, qui n'est pas forcément simple à parser, et qui, elle, prend ses propres libertés, puisque vous avez ce qu'on appelle un calendrier grégorien proleptique. Donc calendrier grégorien, c'est celui que vous utilisez tous les jours. Proleptique, ça veut dire que il remonte avant 1582, la date où il y a eu le changement entre le calendrier julien et grégorien. Et mais avant 1582, il faut quand même se mettre d'accord, parce qu'il n'y a rien qui est défini dans cette norme-là. Ça va avant, mais il n'y a rien qui est défini. Et en plus, ça supporte l'année zéro, la seconde intercalaire, et des intervalles de date. Donc, comme tu le soulignais tout à l'heure, voilà, il y a un moment de JS, il y a des choses, il y a des bibliothèques comme ça qui ont été développées. Même si ça peut vous faire du mal de surcharger votre beau script JavaScript qui était tout léger et tout, utilisez-les, parce que forcément, c'est déjà beaucoup de problèmes qui ont été balayés, qui ont été résolus. Donc n'hésitez pas à y recourir. Bon. Eh ben, faudra que je change mon... Oui. je suis pas un fan de JavaScript non plus, hein, donc... pareil, mettez à jour régulièrement, puisque forcément, comme on a vu, les secondes intercalaires, elles ne sont pas prévisibles. Donc, si vous mettez pas à jour régulièrement, forcément, votre système pourra pas faire les bons calculs et multiplier les tests. Hein. Pensez bien à faire des décalages quand vous faites des agendas, des choses comme ça, à faire du plus 6 mois et compagnie. Il faut que tu te retrouves sur une... Alors, soit c'est... mise à jour système, soit tu te retrouves sur une bibliothèque système qui va implémenter ce genre de choses, soit tu vas utiliser une bibliothèque ou un framework qui là effectivement n'est pas système, mais qui va aussi avoir ce genre de choses. Mais de toute façon, là, si tu as la seconde intercalaire, tu es obligé d'avoir une table qui te donne la liste des secondes. Il n'y a aucun calcul qui te permet de l'avoir. Ouais. C'est mort. Et tu vois, pour te dire à quel point c'est chiant, Google, sur ses serveurs, en gros, le jour où il y a un changement il y a une seconde intercalaire, en fait, ils introduisent cette seconde sous forme de millisecondes tout au long de la journée, dans leur serveur NTP, pour justement ne pas avoir à gérer ce 23h59 et 60 secondes. Ah oui, non mais les dates, c'est un truc, c'est horrible à gérer. Donc effectivement, vous retrouverez donc d'autres... Oui. Selon un calendrier lunaire, effectivement, ce qui fait que tu as une date qui varie au cours de l'année. Alors, tu vas voir que justement, en fait, il y a des bibliothèques qui vont s'en préoccuper, et t'en as d'autres qui vont dire fuck. Et c'est un gros problème d'ailleurs sur le POSIX, puisque le POSIX, si tu veux, une journée en POSIX, c'est 86 400 secondes. Point. Et donc forcément la seconde intercalaire elle a du mal à rentrer là-dedans, donc il n'y a pas de norme en fait POSIX qui te permet de la gérer proprement. C'est chouette les dates. Hein.
Mais bon, rassurez-vous, il y a aussi les chaînes de caractères avec lesquelles s'amuser. Alors, si vous regardez Wikipédia, une chaîne de caractères, c'est à la fois conceptuellement une suite ordonnée de caractères et physiquement une suite ordonnée d'unités de code. On reste toujours flou, c'est sûr. Alors, faut voir qu'en fait, les chaînes de caractères, il y a des concepts qui sont nés bien avant l'informatique. Donc, si vous remontez au XVe siècle avec la typo de Gutenberg, vous aviez déjà des caractères, des signes, des ligatures, des espaces, etc. 16e siècle, c'est l'apparition des accents en français. 19e, c'est l'apparition du télégraphe. Donc, vous avez les premières codifications et automatisations, les premiers codes de contrôle. En 1930, dans les années 30, c'est le téléscripteur qui arrive, qui balaye un petit peu le télégraphe. Là, vous avez encore en plus des codes de contrôle, vous avez des séparateurs, vous avez l'augmentation du nombre de caractères, toujours en essayant de rester compatible avec le précédent. Et en fait, depuis vraiment la révolution industrielle, il y a eu tout un tas de tentatives de standardisation. Alors, il y a eu le code Bodo ou le Western Union, donc ça forcément ça vous parle beaucoup moins. Vous avez eu le BCDIC, ça c'est quelque chose qui parle aux vieux de l'informatique, qui ont connu les vieux systèmes IBM. Et tout ça, ça a été finalement petit à petit remplacé par l'ASCII, normalement dont vous avez déjà entendu parler, l'ISO 8859, etc. Alors caractère, c'est un concept parce que on va parler de représentation visuelle, mais un caractère, ça peut représenter plein de choses. Une lettre, une ligature, un diacritique. Alors un diacritique, c'est par exemple un accent. Et alors suscrit, souscrit, donc suscrit, souscrit, prescrit, adscrit, inscrit, circonscrit, voilà. Vous avez plein de façons de faire des diacritiques, donc de faire des espèces d'accents, mais il n'y a pas que. La CDI, c'est un diacritique. Vous avez les signes de ponctuation, vous avez les séparateurs, vous avez les opérations spéciales. Vous avez toujours un caractère qui fait sonner l'écran, qui date des téléscripteurs. Voilà, ça existe depuis cette époque-là. Donc on va plutôt parler de glyphes, donc qui est vraiment la représentation visuelle du caractère, le point de code, qui est l'identifiant numérique, et en fait, retenez bien que quand vous manipulez des chaînes de caractères, la plupart du temps vous manipulez des points de code. Vous ne manipulez pas des caractères. Et vous avez l'encodage, qui va être la représentation physique du point de code, donc vous avez l'ASCII, l'ISO 8859, l'UTF-8, etc. Alors, on a de la chance, puisqu'on peut se concentrer sur l'Unicode et l'UTF-8, parce que il y a tous ces encodages qui sont reconnus par l'INA. Je vous fais grâce de la lecture. Et le truc, c'est que... Alors, c'est des normes qui ont beaucoup évolué, parce que même l'ASCII de 63 à 86, il a évolué. Il y a eu des bidouilles pour faire entrer des caractères accentués dans l'ASCII, pour faire des versions européennes, etc. De 86 à 2001, vous avez eu l'ISO 8859. De 93 à 2012, vous avez eu l'ISO 10646, donc qui mélange l'Unicode avec l'encodage. Et vous avez l'Unicode qui continue donc depuis 1991, qui continue toujours d'évoluer. Et ça risque pas encore de s'arrêter. L'Unicode, justement. Combien de caractères à peu près dans l'Unicode pour vous? Oui. Allez, 500, 1000, 10 000, 100 000, 5 millions. « 144 697 caractères à la version 14, emoji inclus. Sachant que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir la version 15 qui va sortir. Voilà. Alors, ils ont quand même limité à 1 114 111 points de code maximum, sachant que l'Unicode ne contient pas tous les caractères possibles. Ça, faut se le sortir de la tête. Et l'Unicode, c'est aussi des règles d'utilisation. Parce que généralement, on a tendance plutôt à garder juste les caractères et à oublier qu'en fait, derrière, il y a vraiment tout un ensemble de règles qui ont été définies par l'Unicode et des bibliothèques. Je ne sais pas si vous connaissez ICU. Ce sont des bibliothèques qui vont intégrer justement toutes les règles que l'Unicode a définies. Et par exemple, par caractère, il y a toutes ces petites propriétés. Donc, hop, je me sors ma petite anti-sèche.
Et je vais revenir sur Haskell. Hop. Pourquoi? Parce que j'ai téléchargé déjà la bibliothèque ICU dans Haskell. Donc par exemple, pour tous les caractères que vous pouvez écrire, la bibliothèque ICU peut vous retourner le nom du caractère. Donc tous, il n'y a pas de... vraiment tous les caractères Unicode. Hop. Voilà, vous avez toujours des caractères. Vous pouvez même savoir, pour chaque caractère, sa direction. Voilà, là c'est de gauche à droite. Je vais... Alors, hop... Oui. Alors, selon vous, en quel sens? Other natural. Et donc, voyez, donc vous avez vu un petit peu, vous avez une idée un petit peu de toutes les propriétés qui existent pour chaque caractère. Elles sont toutes définies et elles sont toutes accessibles dans cette bibliothèque. Hop, donc on peut même demander, par exemple, C. La plupart, oui, je pense. Après, vous avez les caractères qui vont être regroupés par bloc de code, etc., etc. Et donc, vous avez même la décomposition. Donc là, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le E accent aigu n'est pas canonique. Il peut être décomposé sous une forme canonique. Alors que, par exemple, le E ne peut pas être décomposé. Alors, pourquoi je parle de décomposition? Hop, on va fermer ça. Tout simplement parce que en Unicode, il y a par exemple deux façons d'écrire le E accent aigu, qui sont, selon Unicode, parfaitement valables. Donc celui, en fait, quand vous tapez au clavier, généralement, il va vous introduire le U00E9. Mais si vous faites la chaîne E suivie du combinateur accent aigu, votre terminal ou votre navigateur va vous afficher E accent aigu de la même façon. Visuellement, vous ne pourrez pas les distinguer. Et au niveau des règles Unicode, ce sont un seul et même caractère. Il y a juste que la forme canonique, c'est celle du bas, c'est celle avec les deux éléments. Et la forme du haut, c'est en fait c'est une forme qui est issue de l'historique des normes, puisque l'Unicode est parti de l'ASCII suivi de l'ISO 8859.1. Voilà. Et sachant que le caractère aigu, c'est pareil, ils ont cherché à le distinguer. Vous avez un accent aigu caractère, qui vous permet d'afficher un accent aigu tout seul. Vous avez le modificateur, qui va afficher un accent aigu à côté du caractère, mais qui va relier le caractère. Et vous avez donc le combinateur qui va rajouter la marque, en fait, le diacritique sur le caractère. Et alors, sachant que, en fait, en Unicode, vous n'avez pas de limite sur le nombre de marques que vous pouvez rajouter à un caractère. Ce qui fait que, voilà, vous pouvez sortir donc ce magnifique, ce qu'on appelle du zalgotexte. Donc il va techniquement utiliser 8 lettres et 609 octets. Donc là, ça va vous faire poser quand même quelques questions. C'est comment est-ce que vous dimensionnez une base de données quand vous avez ce genre de truc. Parce que la base de données, encore une fois, quand vous dites, voilà, j'ai une chaîne de caractères qui va faire 10 caractères, en fait, non, rappelez-vous, vous travaillez en points de code. Donc dans votre base de données, elle contiendra 10 points de code. Si vous voulez vous amuser, hein, vous avez un générateur de zalgotexte qui est capable de vous en mettre une tripotée comme vous le voulez. Et vous avez aussi les émoticônes. Donc à gauche, vous avez l'émoticône personne peau noire, donc qui fait un caractère, qui en fait s'écrit avec 2 points de code, qui contiennent en fait 8 octets en tout. Et alors, hop...
Toc. Donc, si je fais ABCD, je lui demande... Mince, c'est chat. Hop. Non, c'est... Pardon. Hop. Voilà. ABCD, c'est 4 caractères, 4 points de code et 4 octets en UTF-8. Si vous avez tout suivi, hop, le E accent aigu, ça nous fait combien de caractères? J'ai tapé au clavier. Hein, combien de points de code? Un seul. Et combien d'octets? 2. Voilà. Donc si j'écris la forme canonique du E accent aigu, donc vous allez voir qu'il va bien m'afficher E accent aigu, et là du coup j'ai un caractère, 2 points de code et 3 octets. D'où la petite subtilité, et juste pour le fun, voilà, donc j'ai fait un petit algotexte sur codeur en scène, ça nous fait 16 caractères, 64 points de code et 112 octets. Donc, retenez bien, s'il y a un truc à retenir, c'est que quand vous manipulez les chaînes de caractères, vous manipulez les points de code. Il se trouve que la plupart du temps, ça correspond également à des caractères, mais c'est pas ça. Sachant que JavaScript, quand vous manipulez des points de code en UTF-8, vous travaillez à l'octet. JavaScript travaille au mot de 16 bits. Donc pour lui, une chaîne de caractères, c'est un tableau de mots de 16 bits. Donc les calculs sont un petit peu différents, mais il y a toujours cette notion de point de code qui traîne derrière. Alors tout ça, c'est justement prévu par Unicode. C'est justement dans les règles de ICU, vous avez des décompositions qui sont prévues. Alors il y a même plusieurs décompositions qui vont permettre justement de passer d'une forme normale à une forme canonique. Et pour pouvoir faire justement les comparaisons. Il y a même de la translittération aussi derrière qui va venir. Un des points chers à Unicode, c'est de virer ce qu'on appelle la polysémie. La polysémie, en gros, poly, plusieurs, sémie, sens. C'est-à-dire que, bien souvent, vous pouvez avoir, pour une même lettre, plusieurs sens. Par exemple, si vous prenez le E, vous avez la lettre minuscule latine E, la lettre minuscule cyrillique Y, etc., etc. Qui, pour la plupart, sont généralement très très proches visuellement, mais ne veulent pas dire du tout la même chose. Et c'est tellement en fait confusant que tous les caractères qui posent des problèmes de confusion comme ça sont recensés dans l'Unicode. Si vous allez voir sur cette page-là, vous pouvez même taper n'importe quel caractère, il va vous dire oui, je connais des caractères qui posent problème avec ce caractère-là. Donc là, vous en avez 20 quand même des E différents dans l'Unicode. Qui savait que, par exemple, en ISO 8859, vous aviez 2 espaces? Généralement, on a tendance à considérer que l'ISO 8859, c'est comme l'ASCII, mais avec des caractères en plus. Et non, il y a effectivement 2 espaces. Il y avait déjà l'espace insécable. Donc, il fait que quand vous mettez un mot espace insécable 2 points, les logiciels ne les sépareront jamais. Ils les mettront toujours sur la même ligne. Et en Unicode, on a 18 espaces. Dont des espaces, vous avez le N-quad, le M-quad, le N-space, M-space, etc. L'espace fin, le thin space, le airspace, tout ça qui sont en fait des espaces issus de la typographie du XVIe siècle. Ça remonte. Et il se trouve aussi qu'on peut avoir un point de code pour plusieurs caractères. Alors, vous avez les vraies ligatures, pour lesquelles vous n'aurez, par exemple, entre œuvre et œuvre, donc avec le E dans l'eau et le OE, vous n'aurez en fait d'égalité seulement si vous faites une translittération.
Donc la translittération, c'est le fait de passer du E dans l'O ou de lettres OE. Et donc, selon vous, combien il y a de lettres dans le mot œuf? Trois. Un œuf. Donc effectivement, il n'y a que 3 lettres, puisque le E dans l'O est considéré comme une seule et même lettre. Même bien avant l'Unicode. Vous avez les fausses ligatures, donc qui elles aussi sont héritées de la typographie de Gutenberg. Donc ce qui fait que vous avez, pour le français notamment, vous avez le FF, FI, FL, FFI, FFL, FT et ST, pour lequel les règles Unicode vont effectivement vous donner de l'égalité entre les deux seulement si vous faites donc ce qu'on appelle les formes NFKD et NFKC, c'est des formes de décomposition. Et vous avez les ligatures visuelles, comme si ça suffisait pas, parce que le FF, FFI, le machin, etc., la plupart du temps, vos polices de caractères sont capables de les générer elles-mêmes. Donc allez savoir si c'est la police qui l'a généré, si c'est une police, enfin si c'est une fausse ligature. Bon courage. Donc c'est pour ça qu'il existe la bibliothèque ICU, International Components for Unicode, qui vous permet de faire du parcours de chaîne, parce que c'est pas simple de prendre des morceaux de chaîne à différents endroits, de les découper sans découper justement sans séparer justement des accents du reste, ou par exemple de séparer la couleur de peau du personnage. Et c'est pour ça que, alors pour ceux qui étaient là le mois dernier, il y a eu comme exemple la fonction reverse. Donc la fonction reverse, voilà, ça prend une chaîne et ça inverse les éléments, une liste et ça inverse les éléments. Le problème en fait, c'est que la plupart du temps, c'est un cas d'école et la plupart du temps en fait, vous faites juste du renversement de points de code et pas du renversement de caractères. Donc c'est-à-dire que si vous avez on avait dit A0x0301 E. Donc normalement là, tel qu'on l'a écrit, c'est le A accent aigu E. Sauf que ah oui, effectivement. Hop. On va faire plutôt Z. Excusez-moi. Effectivement, comme on commence par une chaîne de caractères, voilà. Bah, s'il y a une chaîne de caractères, si, il va prendre 10.
il va la mettre entre guillemets. Il va prendre, et donc 1 E1, c'est pas 1 0 quoi. Le pire, c'est PHP. Donc s'il y a un truc, si vous faites du PHP, utilisez le triple égal. Vous ne posez pas de questions, utilisez-le tout le temps, point barre. Puisque, alors, en PHP, il a tendance, en fait, à chercher des nombres partout. C'est pour ça que 00042, c'était égal à la chaîne 42, puisqu'il a vu des nombres, il les a transformés en nombres, et 42, c'est égal à 42, pas de problème. 1 E1 est égal à 10, pareil. Donc ça peut amener quand même des gros problèmes. 0, c'est égal à la chaîne A, pour quand on est en PHP avant 8. Et on a le fameux bug à la con du MD5, qui fait que MD5 de 24, etc., c'est égal à MD5 de QNK. MD5, vous voyez ce que c'est? MD5, c'est un algorithme de hachage. En fait, il va prendre n'importe quelle chaîne de caractères ou données binaires, et il va transformer ça en une suite de nombres d'une longueur fixe. Avec le besoin que, avec la propriété que si vous modifiez ne serait-ce qu'un tout petit nombre, un tout petit bit sur la chaîne en entrée, vous allez avoir de grosses différences en sortie. Voilà, c'est à la base, les fonctions d'hachage sont utilisées vraiment pour pouvoir détecter ce genre de choses. On va se faire un peu de PHP. Donc si on fait si on lui demande donc MD5 de 24 06 10 708, voilà, il nous retourne ça. Et si on fait QNK CDZO, il nous retourne ça. Et c'est égal. Pourquoi? Voilà. 0 exposant, derrière il n'y a que des nombres. C'est un nombre. Donc, il va chercher à les calculer. 0 égale 0. Voilà, donc utilisez, si vous faites du PHP, utilisez toujours le triple égal. Parce que même avec la version 8, ils n'ont pas trouvé bon de corriger ce problème-là. Ah non. Non, le triple égal, il va bien retourner... Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'attrape-couillon. Et vous en avez même un autre avec les clés dans les tableaux. C'est-à-dire que si vous créez un tableau... hop, on va vous le faire. Donc un tableau qui contient un élément, donc un élément 24 indexé par 42. Si vous faites $t de 42, il vous trouve 24, pas de problème. Si vous faites $t chaîne de 42, il vous trouve 24, pas de problème. Mais par contre, voilà. Ça, c'est vraiment la magie des langages qui cherchent à vous simplifier la vie, qui au final, en fait, vous la pourrissent dès que vous commencez à être un peu sérieux dans ce que vous faites. Mais rassurez-vous, hein, c'est pareil pour MySQL. Hein, et pour tous les SQL-like. Donc 10, c'est égal à 1 E1. Par contre, 1 E1 n'est pas égal à... etc. Je vous laisse apprécier. Hein. C'est bon... Et pareil, si vous stockez des chaînes Unicode dans une base de données, il faut aussi vous poser la question, est-ce que vous stockez, sous quelle forme vous stockez? Est-ce que vous stockez une forme décomposée ou pas? Parce que les moteurs, bien souvent, ne sont pas capables de faire la comparaison sur une forme canonique.
Il faut vraiment une comparaison brute. Et après, vous rajoutez, donc, petite particularité des chaînes dans les langages, c'est que vous avez les séquences d'échappement. Donc vous avez les anti-slash la plupart du temps. Sachant que, en plus, c'est assez trompeur, puisqu'avant, on avait des distinguos entre la guillemets simple, enfin, la cote simple et la cote double. En fonction du langage, ça varie complètement. Donc c'est un truc vraiment qu'il faut maîtriser. En Haskell, c'est l'un des langages qui a le plus de séquences d'échappement. Et alors vous avez avec ça le petit problème des matrioshkas, des petits poupées russes. Donc ça veut dire que dans un langage de programmation, quel qu'il soit, vous pouvez écrire une chaîne qui contient une chaîne, qui contient une chaîne, qui contient une chaîne, autant que vous voulez. Ce qui nous amène à que nous sort. Qu'est-ce que, si on tape ça en bash, en ligne de commande, qu'est-ce que ça nous sort? Alors, A, B, C ou D? Alors donc, on appelle donc l'interpréteur PHP. On lui donne une chaîne qui va appeler la fonction système, qui va rappeler en fait un interpréteur bash pour afficher le reste. Je suis sympa, je vous ai même mis le nombre d'anti-slash qu'il y avait à chaque fois. Le C? On a le C? Ah, il faut vous mouiller quand même, il y en a un qui se mouille là. Allez, C, D. Bon. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles toutes les fonctions eval que vous pouvez trouver dans les langages, faut les fuir. C'est aussi des raisons pour lesquelles il faut éviter de générer vous-même la ligne de commande que vous pouvez exécuter par un interpréteur, etc. Parce que vous voyez que là, même moi, quand j'ai commencé à la faire, celle-là, j'étais pas sûr de moi. Hein. Quand il a fallu que c'est pareil. Je me suis forcément planté à un moment donné. Hop. Donc, pensez bien à tout ce qui est encodage, spécificité du langage, encore une fois. Évitez d'utiliser le shell. Contrôler la génération des chaînes, pareil, tout ce qui est les injections SQL, les charges utiles, XSS et compagnie. C'est une vraie plaie. Normalisez les chaînes de caractères quand vous les stockez. Donc quand vous stockez une chaîne de caractères, il faut que vous soyez sûr qu'elle est stockée dans telle forme, que ce soit une forme décomposée ou pas. Et encore une fois, typez fortement, encapsulé, hein, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de tester plus facilement vos codes. Pareil. Alors, en fait, donc si vous avez appris des choses, faut savoir que c'est des trucs que je n'ai pas inventés du tout. Hein. Vous pouvez en trouver des listes complètes, que ce soit sur les textes, les dates, les nombres. Hein, c'est ne serait-ce que pour l'I3E 754, hein, les petits problèmes d'arrondi, d'approximation, c'est des choses qu'ils connaissaient déjà dans les années 80. Ils en étaient déjà conscients, au moment même où ils ont fait la norme. Qui a déjà manipulé les URL? Vous maîtrisez donc, pas de problème. Alors, ceci est une grammaire d'une URI selon la RFC 3986 qui date des années 90. Ceci est une regex pour les IRI RFC 3987. Non, c'est une c'est une regex, donc c'est une expression rationnelle qui va vérifier d'une URI internationale. Le réseau. Voilà. En théorie, les URI sont pas censés coder des IRI. Le problème des URL, c'est que en fait, on les manipule comme des chaînes de caractères. On a tendance à les concaténer. On a tendance à concaténer par exemple des chemins qui viennent de systèmes de fichiers, donc pour avoir une URL complète.
Et le problème des URL, pardon, c'est que tout le monde a voulu y mettre son petit grain de sel. Donc, je sais pas si vous connaissez XKCD. Bon, en gros, voilà, il y a 14 standards concurrents, et quelqu'un qui arrive qui dit c'est complètement con qu'il y en ait 14, moi je vais faire quelque chose qui va unifier tout ça. Et au final, on a 15 systèmes concurrents. Bon. Alors, les URL, qui c'est qui les définit? Vous avez l'IETF, le WHAT-WG, l'Unicode et le W3C. Ils foutent leur petite sauce. Et après, comme ça suffisait pas, vous avez aussi le monde réel, donc vous avez les navigateurs, les robots, les applications, les sites web, qui font chacun ce qu'ils veulent. Alors l'IETF, depuis 94, a produit 80 RFC, donc forcément, il y a eu quand même quelques amendements, nous sommes d'accord. Alors l'avantage de l'approche IETF, c'est qu'elle vous donnait en fait les grammaires. C'est-à-dire que vous preniez la grammaire de l'IETF, le mettiez dans votre code, et elle était capable de vérifier qu'une URL était bonne ou pas. C'était sympa, mais bon, l'approche n'a pas plu à tout le monde. En 2004, vous avez Apple, Google, Mozilla et Microsoft qui se sont mis et qui ont créé le WHAT-WG, qui ont créé ce qu'on appelle le HTML Living Standard et le URL Living Standard, une approche vivante, orientée web, qui évolue sans cesse, à tel point que ça peut changer. Par exemple, entre le moment où j'ai commencé à faire cette présentation et aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui ont déjà bougé. Donc il y a rien de... Autant la RFC c'est assez précis, on a le numéro de la RFC sur laquelle on peut s'appuyer. Là c'est en cours, au dernier moment. Bon. Vous avez l'Unicode qui a foutu sa petite sauce aussi, puisque les IDNA, donc c'est les noms de domaine internationaux. Donc vous avez deux versions des noms de domaine internationaux qui sont pas vraiment compatibles entre elles. Et donc qu'a fait l'Unicode? Ils ont rajouté une spécification intermédiaire pour faire la transition. C'est bon, voilà, on rajoute un standard de plus. Et le W3C dans tout ça. Alors ils avaient créé une webplatform.org en 2012 qui s'est arrêtée en 2015, puisqu'il y avait une petite bataille à l'époque entre le XHTML2 et le HTML5. Et elle recopie à peu près le WHAT-WG. Et en 2017, il y en a un du WHAT-WG qui a dit que le W3C copie-colle parfois notre travail sur son propre site web, y appose son propre logo, change le nom des rédacteurs, etc. Méga ambiance. Et donc dans tout ça, c'est pas simple d'interpréter une URL. Alors déjà, parce que... super, je suis en bâche. Donc si je demande en curl de récupérer https oui j'ai mis le point anti//// coderenseign.com. T'as vu ça, Rudy? Anti/2021. Ça passe, ça passe pas? Ça passe pas. Ah non, non, là, le curl a bien reçu la chaîne comme ça. wget. Ça passe, mais il essaie de faire un FTP. Ah. Et alors, alors, où est-ce qu'elle est ma souris? Je n'ai plus de curseur. Si, alors. Je vais y arriver. Pourquoi je ne l'ai pas? Alors, hop.
Yes, youpi, je l'ai. Alors, HTTP. Oui, non, il a mis HTTPS. Pourquoi il a mis HTTPS hop. Ah oui, non, c'est parce que j'ai pas de réseau. Je suis con. Bon, si vous amusez à faire donc zigazoo.free.fr/bizarre.html, hop, donc, il veut pas. Hop, Wi-Fi, sélectionner réseau. Allez. Bon. Il veut pas. C'est pas grave. En gros, faut savoir la chaîne. Donc avec les anti-slash, etc. Si vous tapez cette URL dans votre navigateur, ça ne lui pose aucun problème. Donc si jamais par exemple vous faites un crawler, que vous lisez du code HTML, faut savoir que sur un navigateur, la chaîne d'en haut elle passe, et généralement dans votre crawler elle passe pas. Et comme les spécifications sont plus ou moins floues, forcément, Docker, le wget, Safari, Chrome, Firefox, vous avez des comportements face à l'URL qui est donnée, qui est un peu biscornu, mais en fonction en fait de qui l'a fait, ça passe bien ou ça passe pas. Donc prenez bien conscience que dans les URL, il n'y a pas que les navigateurs qui s'en servent. Donc il y a des bibliothèques, il y a des robots, tout ça. Vérifiez bien ce que vous allez générer comme page, puisque je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les payloads ou les charges utiles. Les charges utiles, vous allez trouver des sites web, des pages complètes de chaînes biscornues pour justement tester soit les navigateurs, soit les robots ou autres. Dans le but justement de trouver des failles et de les exploiter. Et l'une des solutions les plus simples, c'est d'essayer de normaliser les URL que vous utilisez, utiliser un sous-ensemble pour être sûr de maîtriser et pas d'essayer de maîtriser toutes les URL que vous pourriez retrouver. Donc pour aller plus loin, voilà, vous allez retrouver des liens. Petit mot de la fin, informatique, alliance d'une science inexacte et d'une activité humaine faillible. Forcément, à un moment donné, ça finira toujours par vous retomber sur le dos. Vous finirez toujours par être faillible vous-même, comme moi, comme tout le monde. Merci à vous d'avoir tenu aussi longtemps.